Robert Fico est devenu Premier ministre de Slovaquie en 2006 après avoir mené au Parlement le parti Smer social-démocrate qu'il a fondé, présenté comme alternative aux élites corrompues des années 90. Tout s'est alors enchaîné. Puis, c'est le ministre de la Construction qui démissionne, car il publiait les appels d'offres sur le panneau d'affichage près de son bureau, afin que seules les entreprises affiliées au parti au pouvoir en soient informées. Le ministre de l'Écologie démissionne après la vente de quotas d'émissions, suivi du ministre des Finances pour manipulation d'informations. Je ne parle même pas des scandales liés aux biens non déclarés de l'entourage de Robert Fico. Bien sûr, Robert lui-même s'est aussi sali. En 2010, un enregistrement audio diffusé sur Internet montre Robert Fico admettant avoir reçu 75 millions de couronnes slovaques de sponsors cachés pour sa campagne électorale. Tout cela s'est terminé en 2010, lorsque M. Fico a démissionné après l'effondrement de la coalition. Beaucoup de parlementaires ne voulaient tout simplement pas se salir en collaborant avec le parti au pouvoir. Mais 2 ans plus tard, il revient à nouveau au poste de Premier ministre, malgré le fait qu'à cette période éclate un autre grand scandale appelé Gorille. Les services de secret slovaques ont diffusé un enregistrement où l'oligarque Jaroslav Gacek évoquait avec le chef du fonds de la propriété d'État et le ministre des Finances la privatisation en échange de pots de vin. Réseaux électriques, centrales thermiques, aéroports et autres. Et bien sûr, sur les enregistrements, il y avait aussi la voix de M. Fico. Tenant fermement le pouvoir, Robert Fico étouffe l'affaire et redevient Premier ministre en 2016, mais cela ne dure pas. 2 ans plus tard, en Slovaquie, le journaliste Jan Kuciak, traité de sale prostituée par Fico, est assassiné. Dans son dernier article, Kuciak enquêtait sur les liens entre hauts fonctionnaires et mafia italienne. Fico n'a pas pu survivre à cela et en 2018, il démissionne pour la 2e fois. Après son départ, la police a officiellement inculpé lui et son fidèle allié, l'ancien ministre de l'Intérieur Robert Kalinjak, pour avoir organisé un groupe criminel au sein du gouvernement. L'enquête révèle qu'au pouvoir, ils ont monté un réseau pour influencer illégalement les contrats publics et obtenir des informations compromettantes sur leurs adversaires. Kalinjak a été arrêté. Cependant, Robert Fico, en tant que député en exercice, bénéficiait de l'immunité. Et en 2023, comme vous le savez, il est redevenu Premier ministre de la Slovaquie. Robert Fico a admis avoir vu Jaroslav Haščák, chef de Penta, mais n'a pas précisé si c'était dans l'appartement conspiratif de la rue Vazova. Il a aussi évité de répondre sur des passages de l'enregistrement évoquant, par exemple, le versement de 250 millions de couronnes à Fedor Flachek. Il n'est pas certain s'ils venèrent de Penta, avec laquelle, d'après les documents de l'affaire ou l'enregistrement Gorilla, il était en contact. Je n'exclus pas d'avoir déjà parlé avec M. Gacek. Pourquoi devrais-je l'exclure ? C'est un homme qui donne du travail à 30 000 personnes. Je parie que la corruption de Fico ne vous a pas autant étonné que le fait que je l'ai mentionné. Je comprends, cela peut sembler inutile, mais si je vous en ai parlé, ce n'est pas sans raison. Il est intéressant de se demander pourquoi les Slovaques, qui connaissent Robert Fico depuis plus de 20 ans, son lourd passé de corruption et ses liens criminels, continuent à voter pour lui. Et c'est en partie le sujet de notre vidéo. En 2023, NMS Research a mené un sondage auprès des électeurs en Slovaquie. La question principale était « Pour quelles raisons votent-ils pour tel ou tel parti ?» Et la majorité, 59%, a répondu que la chose la plus importante pour eux, ce sont les valeurs que le parti promeut ou défend. Pour les Slovaques, les valeurs défendues par le politicien priment sur son honnêteté ou d'éventuels changements positifs. Et en réalité, la même situation se retrouve dans la plupart des pays européens. J'ai pris la Slovaquie et Roberta Fico comme exemple pour plus de clarté. C'est simplement pour démontrer que l'électorat est polarisé dans la majorité des pays du monde libre, polarisé sur une base idéologique. On retrouve la même situation en Tchéquie, Hongrie, France, Royaume-Uni, Pologne, Allemagne, États-Unis, etc. Mais le plus dangereux, c'est que le Kremlin en a profité. Gauche, 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 gauche. Puisque nous avons commencé avec la Slovaquie, continuons avec elle. Ceci est l'aile combattante de l'organisation Slovenský branci, c'est-à-dire les recrues slovaques. Le chef Peter Švršek a suivi une formation de 3 semaines en Russie avec d'anciens instructeurs des forces spéciales. Il entretient des liens étroits avec les loups de la nuit, motards russes servant de relais au Kremlin auprès des groupes de droite européens. L'un des membres de la direction des recrues slovaques était Martin Sojka-Kepta, qui a participé au combat dans le Donbass du côté des militants. Dans une interview aux propagandistes russes, Sojka a expliqué sa décision de rejoindre les groupes terroristes.
Je n'aime tout simplement pas les valeurs que l'Union européenne promeut et met en œuvre, de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre à l'humanisme excessif. Il me semble simplement que l'Union européenne élimine complètement les peuples en éduquant des citoyens du monde. On peut adopter soit une position, soit l'autre. J'ai trouvé comment lutter contre ce que je désapprouve. Je me bats pour des intérêts qui correspondent à mes convictions. Bien sûr, différentes motivations peuvent pousser une personne. Car comme nous le savons tous, rejoindre la guerre aux côtés des pro-russes, c'est non seulement combattre des salauds similaires, mais aussi piller, violer et tuer des civils. Mais publiquement, des gens comme Kepta justifient leur position par la défense des valeurs conservatrices. Et c'est précisément ce cadre idéologique que Poutine exploite avec une finesse sans la moindre exagération. En effet, il y avait au moins 30 tueurs slovaques qui ont combattu du côté des soi-disant républiques populaires de Luhansk et républiques populaires de Donetsk. Et ce n'est que ceux qui ont pu être identifiés. Mario, raconte-nous, depuis quelle année tu combats ici? Sur cette vidéo, tournée à l'été 2018 près de Donetsk, on voit le Slovaque Mario Reitman. J'étais à Luganda. Depuis le 14 juin, je suis ici pour Donetsk. Ça fait donc 5 ans que tu te bats, voilà. Oui, et voilà que Mario Reitman écrit des mots de soutien à la jeune génération de l'organisation des conscrits slovaques, les gars soutien du Donbass. C'est-à-dire, je veux que vous compreniez que les combattants mentionnés ci-dessus ne sont pas seulement une force de combat pour la Russie, ce sont aussi par la suite des instructeurs pour leurs gars dans leur pays d'origine. Ils partagent vraiment leur expérience. L'organisation des recrues slovaques ne se limite pas à défiler avec des drapeaux. Non, voici une vidéo de la coordination au combat des radicaux qui a été publiée sur leur chaîne officielle. Ne trouvez-vous pas un peu suspect qu'une organisation qui prône la préservation des valeurs traditionnelles et s'oppose aux migrants s'entraîne à des tactiques de combat sur le terrain ? C'est sans doute l'élément clé pour disperser une marche lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Mais sérieusement, nous avons une cellule de combat supervisée par le Kremlin, dont certains membres ont déjà combattu pour la Russie contre l'Ukraine. L'essentiel est que ce groupe est idéologiquement uni, s'opposant aux idées ultralibérales, à la domination des migrants et à l'agenda occidental. Et maintenant, je vais dire quelque chose de subversif. Bien sûr, ce sont les élites occidentales elles-mêmes qui ont créé une situation aussi explosive. Il n'y a qu'une seule chose qui surprend ici. Pourquoi diable la Russie de Poutine s'est-elle glissée dans la situation et s'est-elle présentée comme la défenseuse des valeurs traditionnelles? En effet. À Mariupol, le scandale migratoire grandit et le débat est déjà relayé sur les chaînes fédérales. Les personnalités publiques russes ne mâchent pas leurs mots. Tous disent d'une seule voix, les migrants arrivent en masse, juste en masse. À chaque coin de rue, il y a déjà des migrants partout. Il y a énormément de migrants. Vous savez, nous voyons qu'ils se sont déjà installés en famille dans le dortoir. Autrement dit, nous voyons déjà, il y a des personnes âgées et des enfants. Ils ont tout simplement amené leur famille tout de suite. Vous comprenez, une telle assimilation est inacceptable. Nous circulons en ville en ce moment. Il y a des migrants partout. Les rues sont pleines de migrants. Le rappeur russe et militant pro-gouvernemental Misha Mavachi s'indigne ainsi lors d'un voyage à Mariupol occupé. Il s'oppose fermement aux migrants d'Asie centrale et à la construction de mosquées à Moscou. Mavachi affirme que les habitants sont privés d'emploi à cause des ouvriers migrants amenés en ville, une opinion partagée par Oleg Tsarev. Oui, un pays où une région suit ses propres règles, où ses ressortissants peuvent enlever quelqu'un impunément, où le fils du chef bat une personne en prison devant la caméra pour avoir brûlé un livre, prétend défendre les valeurs chrétiennes traditionnelles. Incroyable. Mais pour nous, l'absurdité de cette situation est évidente. Cependant, pour les Européens, elle ne l'est pas. Ainsi naissent les mouvements d'extrême droite, financés et soutenus idéologiquement par le Kremlin. Leur création ne vise pas à protéger l'Europe des migrants. Comme vous le savez, l'objectif de Poutine est différent. Lequel? Regardez donc. Sur leur page officielle Facebook, l'organisation Recrue slovaque écrit « Les Branci slovènes ont occupé plusieurs points de passage à la frontière. Kitseja, Rajka, Skalica, Salka, Šturovo, le pont du monastère et le pont ferroviaire. Ces points de passage ont été occupés lors de la mobilisation des forces nationales de défense. L'objectif principal était de vérifier la situation, d'observer l'état réel et de contrôler les activités de la police et des forces armées. C'est-à-dire, vous comprenez, une organisation paramilitaire apprend à prendre le contrôle des postes frontières. Peut-être penserez-vous qu'il y avait une certaine nécessité à cause de l'afflux de migrants. Mais non. Tout cela se passait simplement sous prétexte d'un soi-disant entraînement. Et puis, la Slovaquie est située géographiquement de telle sorte que, comme vous le comprenez, les flux de migrants la traversent rarement. Alors, peut-être que je n'insiste pas,
Peut-être que les superviseurs des nouvelles recrues poursuivaient d'autres objectifs. Comme disent les blogueurs, écrivez votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, une partie de cette question est également abordée par un autre combattant slovaque participant à la guerre contre l'Ukraine, Stefan Potocki. Ces propos sont rapportés par Inform Napalm. Le lien de l'article sera en description. Je vous invite tous à vous abonner à ce projet légendaire. Potocki est venu en Ukraine pour combattre l'Union européenne, s'opposant depuis toujours à l'adhésion de la Slovaquie. Selon lui, la Slovaquie est désormais une colonie rendue pauvre par l'Union européenne. Potocki affirme que son économie est ruinée et que les Slovaques sont exploités. Potocki se présente comme un révolutionnaire professionnel combattant le régime corrompu et les oligarques. Il a déclaré qu'il y en avait 25 000 comme lui en Slovaquie. Stefan Potocki se considère comme un extrémiste de gauche, bien que, comme vous le savez, selon la théorie du fer à cheval, les radicaux des extrêmes se ressemblent beaucoup. Potocki a fréquenté le mouvement Kotlebovci, Parti populaire Notre Slovaquie, dont je vous ai déjà parlé. Marian Kotleba, fondateur du Kotlebovci Parti populaire Notre Slovaquie, mène la marche. Il a commencé son parcours par une marche en uniforme, qui m'évoque quelque chose d'indéfini. Ensuite, le mouvement de droite s'est transformé en le parti mentionné précédemment, qui est même entré au Parlement en remportant 14 sièges. Il a fallu troquer l'uniforme noir contre des sweats militaires plus neutres, mais les parlementaires restaient reconnaissables parmi les autres serviteurs du peuple. Le changement de garde-robe n'a pas modifié l'essence des Kotlebovci, Parti populaire Notre Slovaquie, toujours une cellule d'extrême droite pro-russe. En effet, les liens entre les partisans de Kotleba et le Kremlin ont été maintes fois observés, que ce soit dans la rhétorique. Kotleba prône la désintégration de la Slovaquie de l'Union européenne, brûlant les drapeaux de l'Union européenne, ou dans le financement. Dans ma vidéo, j'ai évoqué les lettres révélées de l'homme d'affaires Zousovski qui, avec l'argent de l'oligarque Konstantin Malafeev, finançait des partis d'extrême droite et gauche en Europe, dont les Kotlebovci, Parti populaire Notre Slovaquie. La liste des mouvements militarisés de droite en Slovaquie pourrait être plus longue. Par exemple, Vzdor Kisúц, ce qui se traduit par résistance Kisúц. Il s'agit de l'aile paramilitaire des Kotlebovci, comptant jusqu'à 400 membres. Il existe aussi des mouvements plus respectables. Par exemple, le Slovenské národné obrodní, mouvement slovaque de la Renaissance, qui considère comme modèle et meilleur président de toute l'histoire de la Tchécoslovaquie Joseph Tiso, qui a collaboré avec Hitler et a été exécuté pour cela. En fait, je pourrais continuer, mais cela finirait par vous lasser. L'essentiel est clair, tous ces mouvements en Slovaquie sont unis par un cadre idéologique et, bien sûr, par un financement en provenance du Kremlin. Tout ce que je viens de dire n'était qu'une introduction au sujet principal de cette vidéo. En réalité, si j'ai évoqué la situation politique en Slovaquie, c'est pour une raison précise. Voici ce que je voulais dire. La stabilité dans cette partie du continent eurasiatique ne sera atteinte que si des garanties de sécurité fiables et à long terme sont assurées. Eh bien, par exemple, telles qu'elles ont été formulées dans nos initiatives de décembre 2021 et rejetées par l'Occident, ce dont Alexandre Grigorievitch Loukachenko a également rappelé de manière éloquente aujourd'hui. Plusieurs versions expliquent pourquoi Vladimir Poutine refuse de mettre fin à la guerre, rejetant l'offre très avantageuse de Donald Trump qui le laisserait indemne. Enlevant ses sanctions, gardant les territoires occupés et récupérant les marchés énergétiques européens. Certains affirment que le dictateur du Kremlin redoute la réaction populaire face à l'échec de l'opération militaire spéciale. Certains affirment que la guerre permet à Poutine de resserrer encore plus la vis et de conserver le pouvoir. Il y en a aussi qui pensent que la guerre justifie la situation désastreuse de l'économie. Pour ma part, toutes ces versions ne sont rien d'autre que des absurdités. Le régime autoritaire instauré par Poutine peut affronter ces défis sans difficulté. La question est ailleurs. Vladimir Vladimirovitch vise bien plus et refuse de se limiter à une partie des 4 régions. Ces objectifs ont été annoncés et déclarés dans les initiatives de Moscou de décembre 2021, dont l'exigence principale était le retour de l'OTAN aux frontières de 1997. C'est précisément de cela que parlait Lavrov il y a un an. Encore une fois, il l'énonce clairement. La stabilité dans cette partie du continent eurasiatique ne peut être atteinte qu'à condition de garantir des assurances fiables et durables dans le domaine de la sécurité. Cette exigence est restée la même pendant la guerre. Comme je l'ai dit, la Russie finance et recrute des cellules de combat en Europe dans une stratégie pour atteindre son objectif principal. En somme, l'Ukraine n'est qu'une étape.
Moscou, en cas de victoire, l'exploitera comme les hommes du Lougandoni, brisés contre les défenses ukrainiennes avec des fusils Mosin. Autrement dit, Poutine n'a pas l'intention d'arrêter, parce qu'il n'a encore rien commencé. Mais le plus effrayant, c'est que l'Europe ne prend pas conscience de cette menace. Une menace qui vient non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du pays. Tous sont mutuellement intéressés. Pour Alternative pour l'Allemagne, la légitimation compte. Alors que ce parti était peu connu en Allemagne, ses délégations étaient reçues à haut niveau à Moscou, ce qui augmentait leur notoriété. Les élites russes sont en guerre avec l'Europe, avec l'Allemagne, depuis au moins 10 ans, dans une guerre hybride. Ainsi, tout ce qui affaiblit le système local, les institutions politiques ou le processus décisionnel est encouragé. Et voilà qu'apparaît quelqu'un qui remet en question tout le système politique en principe. Qui diffuse la désinformation russe à travers ses réseaux sociaux. Il devient un partenaire clé pour affaiblir la démocratie en Allemagne et en Europe. Oui, mais ce n'est pas que de la désinformation. Et d'ailleurs, il est dangereux de le croire. Il s'agit du fait que les organisations paramilitaires, dont j'ai parlé à propos de la Slovaquie, sont en réalité des cellules de combat dormantes qui apprennent à prendre le contrôle des postes frontières, qui ont une expérience de combat, qui considèrent leurs opposants politiques favorables au rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN comme des ennemis. Et maintenant, demandez-vous, si Vladimir Poutine décidait finalement d'attaquer les pays de l'Alliance, est-ce que ces cellules ne seraient pas utilisées? Encore une fois, elles sont partout, aussi en Pologne. J'en ai parlé dans cette vidéo. Pour la Slovaquie, vous savez maintenant. En Allemagne, le parti le plus populaire est financé et soutenu par la Russie et ses partisans attendent carrément que la Russie vienne les sauver. Je suis ici parce que je suis un ami de Poutine et je veux qu'il sauve l'Allemagne du chaos qui règne ici. Attends, mec, la Russie a déjà libéré les habitants de Bakhmout. Maintenant, elle libère les habitants de Kupiansk. Et Dresde doit juste attendre un peu. J'aurais dû publier cette vidéo plus tôt, car elle devait faire partie d'une série sur les raisons pour lesquelles Poutine pourrait envahir l'Europe. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué la technique. Aujourd'hui, nous traitons l'idéologie, essentielle car le conditionnement idéologique est plus efficace que l'argent. La droite européenne considère la Russie comme défenseuse des valeurs traditionnelles, grâce à la propagande efficace du Kremlin. Et ma tâche est simplement de prévenir ceux qui vivent actuellement dans une Europe paisible que, non pas si, mais quand le soldat russe mettra le pied sur le vieux continent, il devra comprendre que ce soldat sera soutenu par des cellules armées préparées et des politiciens achetés. Donc, tant du point de vue militaire que politique, Vladimir Poutine est prêt à commencer la guerre. Il est difficile de prévoir quand elle commencera, mais le terrain est en train d'être préparé pour cela. Et le financement des organisations paramilitaires est un élément de cette préparation. Le fait qu'ils aient un terrain, qu'ils aient annulé l'achat de nos toilettes va leur coûter cher. Je pense qu'ils en auraient eu besoin dans la situation actuelle. Et cette blague sur Poutine qui fait ses besoins dans une mallette, ce n'est pas juste une blague, c'est une démonstration de mépris envers les Européens. Que peuvent ces habitants aisés du vieux continent habitués au confort? Peuvent-ils vraiment s'opposer à la Russie féroce? Et vous savez, l'Europe a elle-même mérité une telle attitude. Combien de fois a-t-on déjà dit que le désir de ne pas escalader ne fait qu'aiguiser l'appétit du monstre? Mais bon, parlons d'escalade. L'Europe est incapable de se consolider politiquement. Au sein de l'Union européenne, il y a des politiciens ouvertement pro-russes qui travaillent dans l'intérêt du Kremlin. Et Bruxelles ne peut rien faire contre eux, se contentant de demi-mesures. Roberta Fico subit des pressions pour refuser que Rosatom construise une centrale nucléaire en Slovaquie. C'est positif, car nous savons comment le Kremlin exploite la dépendance des pays au combustible nucléaire. Mais il n'est plus possible de faire plier Fico pour imposer des sanctions contre Rosatom. La Slovaquie dépend de la Russie pour ses centrales nucléaires, alors que l'Ukraine a adapté les mêmes centrales soviétiques pour utiliser du combustible américain. On pourrait dire que, dans une certaine mesure, c'est une politique sage de M. Robert Fico. Il équilibre entre deux centres de pouvoir, cherchant à éviter une confrontation directe avec la Russie. Il ne se désolidarise pas des mouvements radicaux. Tous ceux mentionnés soutiennent sa ligne politique. Mais en réalité, cette politique, défendre ostensiblement la souveraineté au profit d'un autre État qui frappe sans scrupule des jardins d'enfants, n'aboutira qu'à une chose. Ce sont les radicaux eux-mêmes qui dévoreront Robert Fico en premier. Au final, la Slovaquie perdra sa souveraineté et ce seront les partisans de Kadyrov qui décideront quelles valeurs traditionnelles subsisteront dans ce petit pays européen. Ceux qui ne me croient pas le vérifieront par eux-mêmes.
Mon devoir était de prévenir.